Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, on va voir un petit peu comment se fait le déroulement des séances des travaux pratiques du module G233. L'objectif principal de ces séances de travaux pratiques, c'est la reconnaissance de quelques groupes d'invertébrés marins fossiles. Lorsque je dis la reconnaissance, c'est-à-dire savoir reconnaître le plan anatomique auquel appartient un fossile, savoir positionner un fossile dans la classification des organismes, savoir faire un dessin d'observation légendé pour chaque échantillon, c'est-à-dire pour chaque fossile, et aussi connaître l'intérêt de l'étude de ces fossiles. Pourquoi on étudie ces fossiles? Le programme des séances, des travaux pratiques, il est comme suit. Dans la première séance, on étudie deux embranchements. Le premier, c'est les arthropodes, dans lequel on étudie la classe des trilobites, et l'embranchement des échinodermes, dans lequel on étudie deux classes, c'est la classe des échinides et la classe des crinoïdes. Et dans la deuxième séance, on étudie un autre embranchement, c'est l'embranchement des mollusques, précisément la classe des céphalopodes. Et ou bien dans la troisième séance, la troisième et la dernière séance, on étudie deux autres classes de mollusques, c'est les lamellibranches et les gastéropodes, et aussi un autre embranchement, c'est l'embranchement des lophophoriens, dans lequel on étudie la classe des brachiopodes. Bien sûr, ça c'est le programme normal qu'on fait chaque année. Mais pour cette année, bien sûr, donc on aura des changements dans ce programme. On va juste faire deux séances de TP, deux séances, et dans lesquelles on va essayer de voir un peu tout ça. Ok? Donc on va condenser un peu le programme, bien sûr vu ces conditions de la pandémie. Et voilà. Et pour l'évaluation des connaissances, normalement, elle se base sur les comptes rendus qui sont ramassés chaque séance, et à la fin, on fait la colle de TP ou bien l'examen de TP. Pour cela aussi, on va voir comment on va faire c'est-à-dire l'examen de TP. Donc je vous dirai bien sûr comment. Ok, donc bien sûr, pour commencer les séances des travaux pratiques, on va essayer de faire un petit peu quelques rappels que je crois vous avez vus dans le cours avec M. Cheroud, dans la première partie du module. Et on commence par le terme paléontologie. Le terme paléontologie, c'est un mot qui est créé en 1825 et qui est composé de trois mots. Le premier, c'est paléo, du grec paléos, qui signifie ancien, ce qui est ancien. Onto, toujours du grec ontos, et qui signifie une vie ou bien un être. Logie, toujours du grec, ça signifie le discours ou bien la science. La science. Donc si on rassemble ces trois mots et on veut donner une définition pour le mot paléontologie, c'est la science qui étudie les traces et les restes d'organismes ayant vécu dans le passé.
Et ces traces, elles sont appelées fossiles. Et ces fossiles, on les rencontre essentiellement dans les formations sédimentaires. Donc, les fossiles, on les rencontre généralement dans les roches ou bien dans les sédiments, donc les roches sédimentaires. Pourquoi? Tout simplement, c'est difficile de trouver un fossile, par exemple, dans une roche magmatique, dans un granit, par exemple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait les conditions de formation de ces roches. Fossilisation, on sait bien que après la mort d'un organisme, son corps, elle va subir, c'est-à-dire si elle reste à l'air libre, elle va subir une série de processus qui vont limiter la qualité de sa préservation. Et ceci sous l'action des agents destructeurs physico-chimiques, le contact avec l'atmosphère, donc la dissolution, ou bien même biologique par des attaques bactériennes. Toutefois, certains organismes échappent à ces processus, mais dans certains cas, on peut trouver, c'est-à-dire un cadavre qui peut échapper à tous ces agents destructeurs et bien sûr, il va être conservé par des processus de fossilisation. Donc, on a dit, dans certains cas, ces organismes, ils peuvent échapper à ces processus de destruction et ils seront conservés par la fossilisation. Un fossile, c'est un mot dérivé du verbe latin foder et qui signifie qui vient de la terre, Les fossiles, ils sont les restes ou bien les empreintes d'organismes ayant vécu dans le passé. Et bien sûr, qui sont préservés dans les sédiments. C'est ce qu'on vient de voir. Un fossile, il peut se présenter sous forme de vestiges anatomiques, animal ou bien végétal. Les vestiges anatomiques, on peut dire c'est-à-dire les restes d'organismes. Ok? Il peut s'agir par exemple des momies, des parties dures ou bien d'empreintes de parties dures d'un animal, des moules internes ou bien externes. Un fossile, il peut être aussi un reste biogénique d'un animal, par exemple les pelotes fécales ou bien les œufs. Les pelotes fécales, c'est-à-dire les déchets des animaux qui sont fossilisés. Et je ne sais pas aussi ce que vous avez déjà vu, ou bien est-ce que vous avez déjà entendu par les œufs de dinosaures qui sont fossilisés. Il peut être aussi une trace, par exemple de déplacement, trace d'habitat, par exemple les pistes, des terriers, des perforations, et aussi les témoignages d'autres activités biologiques. Les restes ou bien les traces d'activités biologiques, par exemple la nutrition, la reproduction, par exemple les grains de pollen. On peut trouver c'est-à-dire des pollens qui sont fossilisés. Donc tout ça, ce sont des fossiles. La fossilisation, donc le processus de fossilisation, il dépend de la construction de l'organisme lui-même. Comment? C'est-à-dire, par exemple, les parties dures de l'animal. Exemple de coquilles, par exemple, les coquilles, ou bien l'été, les squelettes. Toutes ces parties dures, elles ont un bon potentiel de conservation. Par contre, les parties molles, c'est-à-dire la chair, la matière organique, elle est rarement
conservée. Donc, les parties molles des animaux, elle est rarement conservée. La fossilisation, elle dépend aussi de l'enfouissement. Cet enfouissement, il est rapide et abondant, automatiquement, on aura aussi une bonne conservation. Et dans le cas contraire, bien sûr, on n'aura pas une bonne conservation. Pourquoi l'enfouissement? Pourquoi la fossilisation, elle dépend de l'enfouissement? C'est tout simplement pour protéger le cadavre, principalement de l'oxygène, le contact avec l'air. Donc, si on a par exemple un animal juste après la mort, son cadavre, il a subi un enfouissement rapide. Donc, il est rapide. Juste après la mort, on a un enfouissement de ce cadavre. Et aussi un enfouissement qui est abondant, c'est-à-dire il est protégé par une épaisse couche de sédiments. Automatiquement, il n'y aura pas de chance pour c'est-à-dire son contact avec l'air. Donc, on le protège contre l'action de l'oxygène. Vous voyez? La fossilisation, elle dépend aussi du milieu de sédimentation, s'il est adéquat ou non. Par exemple, si on est dans un milieu où la taille des grains elle est fine, par exemple les calcaires fins, automatiquement on aura une bonne conservation. Mais si on est dans un milieu avec des sédiments détritiques qui sont grossiers, on n'aura pas une bonne conservation c'est-à-dire du reste de l'animal. Aussi, si on a des substances conservatrices dans ce milieu, par exemple les sels, si on est dans un milieu riche en sel, on aura une bonne conservation. Et la fossilisation, elle dépend aussi du mode de vie de l'organisme. Le mode de vie de l'organisme. Par exemple, un organisme vivant dans des terriers, c'est-à-dire il vit enfoui dans les sédiments. Il vit enfoui dans les sédiments. Automatiquement, cet organisme, il aura plus de chances d'être conservé. Parce que déjà, il vit à l'intérieur des sédiments. Il est déjà enfoui. Donc, il a plus de chances d'être conservé. Et généralement, les organismes marins, ils ont plus de chances d'être mieux conservés que les organismes terrestres. Donc, vous voyez, là, la fossilisation, elle dépend de la construction de l'organisme lui-même, elle dépend de l'enfouissement, si il est rapide et abondant ou non, elle dépend du milieu de sédimentation, s'il est adéquat ou non, et elle dépend aussi du mode de vie de l'organisme. Très bien. Maintenant, le processus de fossilisation. Le processus de fossilisation est un processus complexe et qui nécessite des conditions physico-chimiques précises. Donc, les modalités, on a dit comment elle se fait cette fossilisation, sont la minéralisation, comment? Les parties molles de l'organisme disparaissent, ce qui est matière organique, bien sûr, il disparaît, et les parties dures de l'organisme, les squelettes, les tés, les coquilles, elles sont lentement transformées. C'est-à-dire la matière minérale initiale, elle est remplacée par une autre matière. Mais tout en gardant la morphologie. Donc, on n'aura pas de modification dans la morphologie c'est-à-dire de l'organisme, ou bien du reste de l'organisme. C'est ce qu'on appelle l'épigénie.
les PGNI. Les PGNI, on a dit, c'est quoi? C'est le remplacement de la matière minérale initiale par une autre matière minérale, hein? Sans que l'on puisse pour autant observer de modifications morphologiques. Donc, on n'aura pas de modification dans la morphologie. On a un exemple ici. Hein? Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Hein? Ou bien, ça ressemble à quoi, ce que vous voyez sur la photo? Donc, tout simplement, ça ressemble à un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre. Pourquoi? Parce qu'il a la forme d'un tronc d'arbre. Mais ici, ce que vous voyez ici, ce n'est pas du bois. Non, c'est de la silice. C'est de la silice qui a pris la forme c'est-à-dire d'un tronc d'arbre. Donc la matière initiale, elle est remplacée par la silice, mais elle garde la forme. C'est ce qu'on appelle les PGNI. Les PGNI. Okay? On a dit c'est le remplacement de la matière minérale initiale par une autre matière minérale tout en gardant la morphologie. Et bien sûr, les PGNI, il peut se faire soit par la silicification, c'est-à-dire le remplacement de la matière initiale par de la silice, ou bien la calcification, on parle ici de la calcite, carbonification, pyritisation, phosphatisation. Ok? La fossilisation, elle se fait, on a dit, par la minéralisation ou bien par l'incrustation. L'incrustation. C'est quoi l'incrustation? C'est lorsque, tout simplement, l'organisme il est rapidement recouvert par une fine couche de sédiments qui réalise un moule externe très fin. Donc, vous voyez là, l'incrustation, c'est-à-dire c'est le moulage, c'est le moulage de l'organisme par les sédiments qui sont bien sûr fins. Voilà l'exemple. On a ici une ammonite. Hein? Normalement, c'est quoi? La matière ici, c'est quoi? C'est du calcaire, par exemple, ou bien c'est du calcaire, mais qui ont pris la forme de la coquille de l'ammonite. C'est un moule interne. C'est un moule interne. Là aussi, on a ici, c'est un moule externe. C'est un moule externe. Donc, c'est ce qu'on appelle l'incrustation. Voilà. On va un petit peu illustrer ce qu'on vient de voir. Si on commence par exemple par une coquille d'origine, et cette coquille, elle va subir un enfouissement avec les sédiments ici. Avec le temps, bien sûr, on aura la dissolution de la matière initiale, mais si on dégage ce fossile, on aura quoi? On aura ici un moule interne, c'est-à-dire il est formé par les sédiments de l'intérieur de la coquille et un moule externe formé par les sédiments externes. Donc ce processus, normalement, c'est quoi? C'est l'incrustation. La deuxième modalité, c'est la minéralisation. Toujours, on commence par la coquille d'origine. Cette coquille, il va subir un enfouissement, mais dans ce cas, on n'a pas de remplissage, c'est-à-dire de l'intérieur à l'intérieur de la coquille. Et bien sûr, la nature, elle n'accepte pas le vide. Avec le temps, ce vide, elle va être remplie par une minéralisation secondaire. Une minéralisation secondaire. Et on aura comme résultat ici un moule interne qui est minéralisé. Donc là, c'est un moule minéral, c'est un moule interne minéralisé. Voilà. Pour l'incrustation, on a ici le résultat, c'est des moules internes formés par les sédiments. Et là, c'est le moule externe.
Et pour la minéralisation, on a ici un moule interne, mais il est minéralisé. Et dans ce cas, on a de la pyrite. C'est une ammonite pyritisée. Bien sûr, on peut trouver, ou bien on peut avoir des conditions exceptionnelles de fossilisation. Et bien sûr, lorsque je parle des conditions exceptionnelles, c'est-à-dire que ce sont des conditions qui sont très favorables pour la fossilisation. Donc la conservation des tissus mous, c'est-à-dire les parties molles des organismes, de la matière organique, la chair, c'est la chair. Parfois, on peut trouver ces tissus, ils sont conservés. Mais dans les cas où les conditions, on a dit, ils sont exceptionnels. Exemple de ces conditions exceptionnelles, par exemple la glace. Si on est dans un milieu, on a de la glace, on a plus de chances, c'est-à-dire que les tissus mous peuvent être conservés. L'ambre, le sel, le bitume, les sédiments fins, voilà, ce sont des milieux qui sont très favorables pour la fossilisation. Exemple, par exemple, pour la glace, on a l'exemple des mammouths qui sont trouvés dans la glace de la Sibérie. Voilà, sur l'image. Et bien sûr, ils sont trouvés conservés en totalité, même le contenu stomacal. C'est-à-dire, même le contenu, c'est-à-dire à l'intérieur de son estomac. Donc, on peut avoir une idée aussi sur le mode d'alimentation de ces mammouths. Hein? Donc, ce sont des conditions très favorables pour la conservation. Je parle ici de la glace. L'ambre, voilà. Voilà, vous voyez ici, c'est-à-dire ce sont des insectes qui sont des insectes prisonniers dans l'ambre. Et vous voyez là, ils sont conservés en totalité. Je vois même les détails, c'est-à-dire du corps de cet insecte, hein, avec ses ailes, avec tous ses organes qui sont bien conservés. Donc, l'ambre, c'est un milieu très favorable pour la conservation. Et aussi, les sédiments, s'ils sont très fins, dans ce cas, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire les tissus mous, mais quand même, ces tissus, ils peuvent marquer ou bien délimiter les contours de l'organisme. Hein, vous voyez, par exemple, dans ce cas et dans ce cas. Donc, je vois ici un poisson avec tous ces détails. Hein, donc, on a ici, c'est-à-dire ces tissus, ils ont délimité les contours de l'animal, mais on n'a pas de conservation de la matière organique. C'est pas comme dans les deux cas ici. Mais ça reste aussi un milieu favorable pour la conservation c'est-à-dire des organismes. Utilisation des fossiles. Donc, pourquoi on étudie ces fossiles? C'est quoi l'intérêt? Généralement, on distingue deux grandes catégories de fossiles. C'est ce qu'on appelle les fossiles de faciès et les fossiles stratigraphiques. Les fossiles de faciès, ils sont caractéristiques d'un environnement. Un fossile de faciès, il est caractéristique d'un environnement, d'un milieu particulier, et ils permettent de reconstituer les milieux écologiques.
Donc, vous voyez là, donc, les fossiles de faciès, ils sont caractéristiques d'un milieu, d'un environnement de dépôt. Donc, lorsque je trouve ce fossile de faciès dans un environnement, je peux l'utiliser pour reconstituer le milieu écologique ancien. Dans ce cas, je parle d'un fossile, j'ai dit, de faciès. On va détailler un petit peu avant d'arriver à la deuxième catégorie. Donc, on peut identifier différents types de modes de vie, c'est-à-dire des organismes. Généralement, on peut séparer les organismes en deux, ou bien exactement le milieu de vie des organismes en deux milieux. Il s'agit d'un milieu terrestre et un milieu aquatique. Deux grands milieux de vie. Un milieu terrestre et un milieu aquatique. Mais nous, on va développer le milieu aquatique. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des fossiles trouvés jusqu'à maintenant, ce sont des fossiles marins, c'est-à-dire qui viennent du milieu marin et pas terrestre. Bien sûr, il y en a, c'est-à-dire des fossiles terrestres, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, aquatique, j'ai dit donc ce sont des animaux ou bien des organismes qui vivent dans l'eau, Et le milieu aquatique, je peux le subdiviser en deux. Il s'agit on a un milieu marin et un milieu dulsacicole. Marin, bien sûr, je parle ici de l'eau de mer, et dulsacicole, je parle c'est-à-dire des eaux douces, c'est-à-dire des lacs ou bien des rivières. Donc, pour le milieu marin, je peux le subdiviser en deux. Le milieu pélagique et le milieu benthique. Lorsque je dis milieu pélagique, c'est-à-dire je parle de la tranche d'eau. Et benthique, je parle du fond marin. Et pour le milieu pélagique, je peux le subdiviser aussi en deux. Le milieu nectonique et le milieu planctonique. Regardez là, je parle du milieu et aussi je parle des organismes qui vivent dans ce milieu. Donc lorsque je dis par exemple les milieux pélagiques, donc c'est les organismes qui vivent, je parle aussi des organismes qui vivent dans le milieu pélagique. Donc le milieu pélagique, ou bien les organismes pélagiques, je peux les subdiviser aussi en deux. Les organismes planctoniques et les organismes nectoniques. C'est quoi planctonique et nectonique? Tout simplement, les organismes nectoniques, voilà, ce sont des organismes qui ont la capacité de nager. Ce sont des organismes qui nagent dans l'eau, dans la tranche d'eau. Et planctoniques, les organismes planctoniques, ce sont des organismes qui vivent à la surface de l'eau. Normalement, ils n'ont pas la capacité de nager, et comment ils se déplacent? Tout simplement, ils se déplacent grâce au courant, c'est-à-dire de vagues. Ok? Et pour les organismes benthiques, j'ai dit, ce sont des organismes qui sont liés au fond marin. Et ces organismes benthiques, je peux les subdiviser en deux. C'est les organismes épibenthiques. Lorsque je dis épibenthiques, ce sont les organismes qui vivent sur le fond marin, ok? Et les formes endobenthiques,
je parle ici des organismes qui vivent enfouis dans les sédiments du fond marin. Donc épibenthiques, bien les organismes épibenthiques, ce sont des organismes qui vivent à la surface du fond marin, et les organismes endobenthiques, ce sont les organismes qui vivent enfouis dans les sédiments du fond marin. Ok? Très bien. Maintenant, pour les organismes épibenthiques, c'est-à-dire qui vivent à la surface du fond marin, je peux aussi les subdiviser en deux. Par exemple, ces organismes-là, par rapport à ces organismes. Donc, je parle ici des organismes épibenthiques sessiles. Sessiles, c'est-à-dire, ils vivent fixés sur le fond marin. Ils vivent fixés sur le fond marin. Et les formes, ou bien les organismes épibenthiques vagiles. Vagiles, c'est-à-dire, ils ont la capacité de se déplacer sur le fond marin. Ok? Donc, je répète, pour les organismes marins, je détaille ici c'est-à-dire les organismes marins, j'ai dit, parce que la majorité des fossiles qu'on trouve, ou bien qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, ce sont des fossiles marins. Donc, j'ai dit, il y a des organismes pélagiques et des organismes benthiques. Pour les organismes pélagiques, on peut les subdiviser en deux. Ce sont des organismes planctoniques qui vivent à la surface de l'eau. Ils se déplacent grâce au courant de vagues. Et les formes nectoniques, ce sont des organismes qui ont la capacité de nager dans l'eau. Les formes benthiques, on peut les subdiviser en deux. C'est les formes épibenthiques qui vivent à la surface du fond et endobenthiques qui vivent enfouis dans les sédiments. Et pour les formes épibenthiques, c'est-à-dire qui vivent à la surface de l'eau, non, c'est pas de l'eau, la surface du fond marin, on peut les subdiviser en deux. Les formes épibenthiques sessiles, c'est-à-dire qu'ils vivent fixés sur le fond, et les formes épibenthiques vagiles, c'est-à-dire qu'ils se déplacent sur le fond marin. Ok? Donc, lorsque je parle d'un fossile de faciès, j'ai dit, c'est par exemple, je prends ce fossile, par exemple, un fossile de cet organisme, des coraux par exemple. C'est un fossile de faciès. Pourquoi? Parce qu'il est caractéristique d'un environnement. Je sais le milieu de vie de cet organisme. La deuxième catégorie de fossiles, c'est les fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques, ils sont caractéristiques d'une époque. Pour les fossiles de faciès, ils sont caractéristiques d'un environnement, d'un milieu. Et si elles sont, bien les fossiles stratigraphiques, elles sont caractéristiques d'une époque donnée. Et elles permettent donc de déterminer l'âge des couches. Ok? On a parlé un petit peu dans le cours sur les fossiles stratigraphiques et on a dit que pour qu'un fossile soit un bon fossile stratigraphique, il doit rassembler un ensemble de qualités. Parmi ces qualités, la rapidité des changements évolutifs pour une plus grande résolution de l'échelle. Rapidité des changements évolutifs, c'est-à-dire un organisme qui évolue rapidement dans le temps. Autrement dit, un organisme qui a une période d'existence courte dans le temps. Je donne un exemple. Si par exemple un organisme qui a vécu juste pendant le Cénomanien, avant le Cénomanien, il n'y a pas cette espèce, et après le Cénomanien, elle n'existe plus, cette espèce. Donc cette espèce, elle a une durée d'existence qui correspond au Cénomanien. Là, je parle d'un fossile stratigraphique, parce que c'est un bon fossile. Lorsque je trouve ce fossile, automatiquement, je peux savoir s'il s'agit de l'âge cénomanien. Okay?
Mais par contre, si on a par exemple un organisme qui a une durée d'existence très longue, donc il ne va pas me donner l'âge exact, c'est-à-dire de la roche sédimentaire ou bien de la couche sédimentaire. Donc, parmi les qualités qui sont indispensables pour qu'un fossile soit un bon fossile stratigraphique, c'est la rapidité de l'évolution ou bien la période d'existence, elle doit être courte dans l'histoire de la Terre. Une deuxième qualité, par exemple, les espèces pélagiques ou bien planctoniques, si on a un fossile d'une espèce pélagique ou bien planctonique, aussi c'est une qualité. Pourquoi ? Tout simplement parce que le mode de vie pélagique ou bien planctonique, il facilite la répartition mondiale de l'espèce. Okay ? Parce que l'espèce, elle doit être aussi, elle doit avoir une répartition géographique large. Donc, période d'existence courte dans le temps, mais une répartition dans l'espace qui est très large. Et les organismes qui ont un mode de vie pélagique ou bien planctonique, ils ont plus de chances d'être répartis géographiquement. Si je parle par exemple pélagique, nectonique, par exemple l'organisme, il a la capacité de nager, c'est-à-dire de se déplacer, de traverser les océans, et aussi le mode de vie planctonique. On a dit, ils n'ont pas les organismes planctoniques qui n'ont pas la capacité de se déplacer, mais ils se déplacent grâce aux vagues. Donc, aussi les organismes planctoniques, ils ont plus de chances d'être répartis sur de larges espaces géographiques. Une troisième qualité, c'est, voilà, donc je viens de le dire, une répartition géographique qui est une grande répartition géographique. Et bien sûr, ce qui rend le fossile plus universel, il peut coloniser de vastes territoires. Il doit être aussi indépendant des conditions locales. Sinon, s'il dépend des conditions locales, automatiquement, il doit être un fossile de faciès. Parce qu'on a dit, pour un fossile de faciès, il est caractéristique d'un environnement, d'un milieu précis. Mais pour les fossiles stratigraphiques, c'est le contraire. Il doit être indépendant des conditions locales. Pourquoi ? Pour qu'il puisse vivre dans des environnements qui sont différents. Une autre qualité, il doit avoir une petite taille. Et cette qualité, ça lui permet de faire de quoi ? C'est-à-dire d'être, ou bien qu'il rend sa conservation plus facile. Si l'organisme il a une petite taille, il aura plus de chances d'être conservé. Par contre, si on a un organisme de grande taille, je parle par exemple d'un dinosaure, qui peut atteindre une taille qui peut aller, je ne sais pas, 10 mètres ou bien plus de 10 mètres, c'est difficile de conserver c'est-à-dire le squelette d'un dinosaure, parce qu'il a une grande taille. Par contre, un grain de pollen, il peut être conservé facilement. Donc, je résume. Donc, on a dit les fossiles stratigraphiques, ce sont des fossiles qui sont caractéristiques d'une époque. Je parle ici du temps. Et pour qu'un fossile soit un bon fossile stratigraphique, on a dit qu'il doit rassembler des qualités. La première qui est très importante, c'est qu'il doit avoir une période d'existence courte dans le temps. On a dit qu'il doit avoir une répartition géographique, une grande répartition géographique.
il doit être indépendant des conditions locales. Sinon, il doit être un fossile de faciès. Il doit avoir une petite taille. Et cela rend sa conservation plus facile. Voilà, c'est la même chose. Donc, je résume ici. Si une espèce a évolution lente dans le temps, on la retrouve identique sur de longues périodes de temps, automatiquement, c'est un mauvais fossile stratigraphique. Et si une espèce elle a une répartition géographique limitée, c'est-à-dire endémique, cela ne permet pas la corrélation d'une région à l'autre. Je ne peux pas utiliser ce fossile pour faire les corrélations stratigraphiques. Donc, il s'agit d'un mauvais fossile stratigraphique. Par contre, on a dit un bon fossile stratigraphique, il doit avoir une évolution rapide dans le temps, faible répartition dans le temps, une vaste répartition géographique dans l'espace et une grande fréquence. Ah, là, une grande fréquence. C'est-à-dire, cet organisme, on doit avoir de nombreux individus à un instant T. Tout simplement parce que si on a une grande fréquence, c'est-à-dire on a beaucoup d'individus, on augmente les chances de conservation. Si par exemple une partie de ces individus elle n'est pas conservée, mais quand même on aura des individus qui seront conservés. Donc on augmente les chances de conservation de cet organisme. Exemple de bons fossiles stratigraphiques, les trilobites. Les trilobites, ce sont des fossiles caractéristiques du Paléozoïque. Les ammonites, ils sont des fossiles caractéristiques du Mésozoïque. Les nummulites aussi sont caractéristiques du Mésozoïque. Les hominidés, l'hominidé, c'est-à-dire c'est l'homme. Donc ce sont des fossiles du Quaternaire. Maintenant la classification des fossiles. La classification des êtres vivants ou bien des fossiles, il s'appelle la taxinomie ou bien la taxonomie. La taxinomie ou bien la taxonomie. Je pense que vous avez vu ça en biologie aussi. Lorsqu'on découvre un fossile, quel que soit, il faut lui donner un nom en utilisant la nomenclature binomiale. C'est-à-dire, ou bien par exemple ici, Homo sapiens. Homo sapiens. Le genre et l'espèce. Le genre, espèce. Et les conventions définissent ces deux termes à écrire en italique. Donc, ces termes, il faut l'écrire en italique. Et le genre avec une majuscule et l'espèce avec une minuscule. Le tout en italique, le genre en majuscule, l'espèce en minuscule. Les organismes sont classés selon leurs différences, ressemblances et caractéristiques dans plusieurs groupements. Donc, on se base sur les différences, les ressemblances pour regrouper ces organismes, c'est-à-dire les séparer en groupes, bien subdiviser en groupes. De plus éloigné au plus précis. Donc on commence du plus éloigné jusqu'au plus précis. Voilà l'exemple. On commence par le règne. Le règne, s'il s'agit le règne animal ou bien végétal. Puis, embranchement, ou bien le phylum. La classe, l'ordre, famille, genre, puis l'espèce. On essaye de regrouper ces organismes selon les différences et les ressemblances dans des groupes. On commence du plus éloigné, c'est le règne, jusqu'au plus précis, c'est l'espèce.
Et bien sûr, on ne peut pas parler de la taxonomie ou bien de cette classification sans citer le père de la taxonomie, c'est Carl Linné, c'est le père de la taxonomie. On donne ici un exemple, Reni Animalia, phylum, division ou bien embranchement, c'est la même chose, c'est juste selon le code de nomenclature utilisé. Arthropoda, la classe Trilobita, ordre Phacopida, famille Phacopida, genre Phacops, espèce Spiculator. Hein? Et le nom français, le nom courant qu'on utilise, c'est Phacops. Mais la nomenclature scientifique, c'est comme ça, c'est Phacops spiculator. Phacops spiculator, le genre, normalement il faut l'écrire ici en majuscule, et spiculator, c'est l'espèce en minuscule. Hein? C'est la nomenclature scientifique, et là c'est le nom courant, Phacops. C'est juste un exemple. Voilà. Donc la description anatomique, les TP, ils vont consister à faire des dessins d'observation annotés. Donc vous serez donc amené à employer le vocabulaire fondamental permettant de décrire et d'orienter un animal. Bien sûr, les termes qu'on utilise, ou bien les adjectifs, par exemple, si je fais un dessin en vue, c'est-à-dire de l'avant, hein, je parle ici d'une vue antérieure. Je dis une vue antérieure. Ce n'est pas une vue avant, ou bien une vue de l'avant. La même chose, arrière. Je parle, c'est postérieur. Je dis vue postérieure. Ce n'est pas vue arrière. Du côté, je parle ici d'une vue latérale, gauche ou bien droite, dorsale, vue ventrale, vue externe, vue interne. Ok? Voilà, donc on utilise le même vocabulaire pour décrire le type de vue. Voilà, d'un dessin d'observation, vue dorsale, ventrale, latérale, gauche, vue antérieure, etc. Et il faut éviter, bien sûr, comme je viens de dire, les expressions vue de profil, vue de haut, vue de derrière. Ok? Très bien. Le plan de symétrie bilatérale est aussi appelé plan sagittal. Il divise l'organisme en deux parties identiques, gauche et droite. Voilà. Donc il y a aussi un paramètre qui est très important dans c'est-à-dire l'étude des fossiles, c'est la symétrie. C'est la symétrie. Hein, on va voir qu'il y a des échantillons, bien des fossiles, qui ont une symétrie bilatérale, il y a des fossiles qui ont une symétrie radiaire. Okay, donc la symétrie, elle est très importante aussi dans l'étude des fossiles. Très bien. Voilà, donc ça c'est une introduction dans laquelle on a vu un petit peu les rappels sur le cours de paléontologie. Maintenant, on va entrer dans c'est-à-dire le détail c'est-à-dire des séances de TP. On a dit dans la première séance, on va voir l'embranchement des arthropodes. Normalement, on va voir deux embranchements, les arthropodes et les échinodermes. L'embranchement des arthropodes, étymologie de terme, arthran, c'est-à-dire articulation, podos, c'est-à-dire pied, car leurs pattes sont constituées de plusieurs segments, ou bien articules, qui sont articulés entre eux. C'est pour cela qu'on les appelle arthropodes. Arthran, c'est-à-dire articulation. C'est l'embranchement le plus diversifié et celui qui compte le plus de nombre de membres dans la nature actuelle.
Donc, il fait 80% des animaux actuels. Donc, l'embranchement des arthropodes, c'est un embranchement qui est très diversifié. Il représente 80% des animaux actuels. Généralement, les insectes. Généralement, des insectes. Donc, les insectes, ce sont des arthropodes. Le plan d'organisation des arthropodes. Les arthropodes, ils sont caractérisés par un corps segmenté en métamère. Donc, il est divisé en 3 parties. C'est le pygidium, le thorax et le céphalon. Donc, ils ont un corps segmenté en métamère. On parle aussi d'un corps métamérisé. Et le corps, il est divisé en 3 parties. C'est le pygidium, c'est la queue, le thorax, ou bien l'abdomen, et le céphalon, c'est la tête. Ils ont des appendices appareillés dédiés à la locomotion, la respiration et aussi à l'alimentation. Ok? Ils ont des appendices et ils ont une croissance discontinue ponctuée de mues. Donc la croissance des arthropodes, elle se fait par ce qu'on appelle mues. Mues, c'est-à-dire à chaque fois l'animal il change sa carapace. À chaque fois il change sa carapace. C'est une croissance discontinue. Ce n'est pas une croissance continue comme l'homme par exemple. Le mode de vie. Donc chez les arthropodes, on rencontre presque tout type de milieu de vie, depuis l'aquatique jusqu'au terrestre. C'est normal, parce qu'on a dit c'est l'embranchement qui représente 80% des animaux actuels. Donc actuellement, on connaît plusieurs exemples comme les scorpions, les insectes, les crustacés. Donc ce sont tous des arthropodes. Et à l'intérieur de l'embranchement des arthropodes, nous, on va voir une seule classe, c'est la classe des trilobites. C'est la classe des trilobites. L'étymologie du terme trilobite, du latin tri, c'est-à-dire 3, lobus, 3 lobes. Donc leur nom vient du fait que leur corps il est formé de 3 lobes. Ok? Il constitue une classe d'arthropodes rencontrée exclusivement dans les sédiments marins. Donc ici, il s'agit des organismes marins de l'ère paléozoïque. L'ère paléozoïque, c'est-à-dire depuis le Cambrien jusqu'au Permien. Ils ont une symétrie bilatérale. Voilà, une symétrie bilatérale. Le plan de symétrie, il passe sur le lobe médian, ou bien le rachis. Ce sont de bons fossiles stratigraphiques. Leur taille, elle varie entre 1 mm jusqu'à 70 cm. Donc on peut trouver des formes géantes, c'est-à-dire de trilobites. Et on peut trouver aussi des trilobites qui sont de très petites trilobites. Le mode de vie des trilobites, on a dit ce sont des animaux, ou bien ce sont des organismes marins. Ils vivent dans la zone littorale, depuis la zone littorale jusqu'à la zone abassiale. Donc littorale, c'est-à-dire faible profondeur, jusqu'à la zone abassiale avec de grandes profondeurs. Et bien sûr, ce sont des fossiles qu'on peut rencontrer dans les calcaires, dans les argiles, dans les schistes. Mais ils sont abondants sur les plateformes. Ils ont un mode d'alimentation détritivore, c'est-à-dire ils se nourrissent de la matière organique, dans les fonds, ou bien sûr les fonds marins. Donc je parle d'un mode de vie qui est benthique ou bien épibenthique. Je peux trouver des trilobites qui sont endobenthiques,
c'est-à-dire enfuis dans les sédiments, ils vivent enfuis dans les sédiments. Ok? Je peux trouver des trilobites pélagiques, c'est-à-dire qui ont la capacité de nager aussi, hein, nectoniques. Mais regardez ici, pour les formes, par exemple, benthiques, ils ont un céphalon épigidium qui est un peu développé, en bouclier. Ils ont les yeux réduits, ou bien même absents. Ils n'ont pas des épines pleurales. Voilà. Je parle ici des trilobites benthiques. Hein? Ils ont un céphalon qui est développé. Ils ont les yeux réduits ou bien même absents. Ils ont les épines pleurales comme ça. Ils n'ont pas d'épines pleurales. Et par contre, les trilobites pélagiques, ils ont les épines pleurales, ils ont des yeux développés. Pourquoi, à votre avis, on a ces différences? Tout simplement, et regardez là, les formes pélagiques, ils ont un large céphalon, de grandes épines pleurales, la glabelle qui est gonflée, jouant le rôle de flotteur. Voilà. Tout simplement, c'est l'adaptation au milieu. Là, ici, bien, les formes pélagiques, ils ont les épines pleurales développées parce qu'ils ont besoin de ces épines pour nager. Ils ont des yeux développés parce qu'ils ont besoin des yeux pour voir, c'est-à-dire s'il y a des prédateurs. Ils ont la glabelle qui est gonflée, qui va jouer le rôle d'un flotteur pour flotter dans l'eau. Par contre, ici, ils ont un céphalon développé pour pouvoir s'enfuir c'est-à-dire dans les sédiments. Ils ont des yeux moins développés, réduits, ou bien même absents, parce qu'ils n'ont pas besoin de yeux. S'il vit à l'intérieur des sédiments, il n'a pas besoin c'est-à-dire des yeux. Ils n'ont pas d'épines pleurales ici, parce qu'il n'a pas besoin de nager. Donc, tout simplement, c'est l'adaptation au milieu. Voilà. Pour la morphologie des trilobites, la carapace dorsale des trilobites se divise longitudinalement en 3 lobes. Voilà. 3 lobes. Donc, le lobe axial, ou bien le lobe médian, ou bien le rachis, on l'appelle aussi le rachis, et puis les lobes pleurales gauche et droite. Voilà, se divise longitudinalement en 3 lobes, d'où le nom de trilobite. On distingue un lobe médian, ou bien le rachis, entouré de 2 lobes latéraux, c'est les plèvres. Ok? De même, le corps d'un trilobite comprend 3 parties antéro-postérieures, qui sont le céphalon, c'est la tête, le thorax, en jaune, et le pygidium, c'est la queue. 3 lobes, 3 parties, céphalon, thorax, pygidium. Ici, on a des postures, c'est-à-dire quelques postures, c'est-à-dire de l'organisme, bien la position. Donc, on a ici la posture de vie. Normalement, si on trouve un fossile comme ça, donc c'est la posture de vie. La posture de repos. Et ça, c'est la posture enroulée. On va voir un échantillon comme ça, un échantillon de Phacops qui est enroulé. Et généralement, c'est ce qu'on appelle la volvation. La volvation. Et cette posture, ou bien cette position, généralement, l'animal, il s'enroule sur lui-même pour se protéger
des prédateurs. Voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit sur la croissance en mue. Donc l'animal, il change à chaque fois sa carapace. On a ici des traces de déplacement des trilobites. Traces de déplacement des trilobites, c'est ce qu'on appelle des Cruziana. Cruziana, ce sont aussi des fossiles. Parce qu'on a dit tout à l'heure, un fossile, ça peut être un reste d'animal ou bien une trace d'activité, de déplacement par exemple, d'habitat. Donc ce sont des traces de déplacement des trilobites, c'est ce qu'on appelle des Cruziana. Très bien. Le deuxième embranchement qu'on va voir dans la première séance, c'est l'embranchement des échinodermes. L'embranchement des échinodermes. Donc l'étymologie du terme échino, ça veut dire épineux. Derme, c'est la peau. Tout simplement parce qu'ils ont une peau qui est hérissée de piquants. Donc ils ont une peau épineuse. Une peau épineuse. Leur nom signifie peau épineuse. Voilà, c'est ça. Échinoderme, peau épineuse. Ils sont apparus il y a environ 600 millions d'années. Ils se sont rapidement diversifiés entre le Cambrien et le Silurien. Voilà, donc le Cambrien, ils sont apparus au Cambrien, mais à partir c'est-à-dire du Silurien, donc ils commencent à se diversifier avec des groupes de morphologie variés et parfois étranges. La taxinomie, elle existe actuellement 5 classes d'échinodermes et plus de 6700 espèces. Pour le passé, c'est-à-dire pour les fossiles, on dénombre une vingtaine de classes ayant existé. C'est-à-dire les fossiles, il y a une vingtaine de classes. L'embranchement est subdivisé actuellement en 5 classes. Les crinoïdes, ou bien les lits de mer, voilà. Les échinides, ou bien les oursins de mer. Les astérides, ou bien les étoiles de mer, voilà. Les ophiurides et les holoturides, ou bien ce qu'on appelle les concombres de mer. Et vous voyez, pour les holoturides, on a dit la fossilisation elle est rare, tout simplement parce qu'ils n'ont pas c'est-à-dire de coquilles. Ils ont juste c'est-à-dire de la matière organique, donc c'est de la chair. Ils n'ont pas de coquille qui est dure. Ok? Le plan d'organisation des échinodermes, ils sont des organismes exclusivement marins. Ils sont caractérisés par une symétrie radiaire. On a dit pour les trilobites, ils ont une symétrie bilatérale. Et pour les échinodermes ici, ils ont une symétrie radiaire. Radiaire est généralement pentaradiée, c'est-à-dire de l'ordre de 5. C'est comme si j'ai un morceau, je le répète 5 fois. Ok? Parfois masqué secondairement par une symétrie bilatérale. Mais j'ai dit, il s'agit ici d'une symétrie secondaire. Mais la symétrie principale, c'est la symétrie radiaire pentaradiée. Ils ont un exosquelette formé de plaques juxtaposées avec des radioles ou bien des piquants. Une autre particularité des échinodermes, c'est qu'ils ont un système ambulacraire ou bien un système aquifère qui est un système interne de canaux rempli d'eau de mer et servant à certaines fonctions, notamment la locomotion. Donc, ils ont un système de canaux à l'intérieur. Et ce système, il sert à la locomotion, bien le déplacement. Donc l'animal, il remplit ces canaux par l'eau, puis lorsqu'il expulse l'eau, il se déplace, et ainsi de suite.
Les échinodermes sont répartis selon deux types structuraux adaptatifs fondamentaux. Donc, je peux subdiviser ces échinodermes en deux types. C'est ce qu'on appelle les pilmatozoaires ou bien les échinodermes généralement fixés. Les pilmatozoaires ou bien les échinodermes qui vivent fixés. On a dit le mode de vie fixé, c'est quoi? C'est sessile. Donc, ils ont un mode de vie épibentique sessile. Ils vivent fixés sur le fond marin. Et dans ce type d'échinodermes qui sont fixés, on a la classe des crinoïdes, ou bien ce qu'on appelle les lits de mer. Les crinoïdes ou bien les lits de mer. Le deuxième type, le deuxième groupe, c'est les éleutérozoaires. Ou bien ce qu'on appelle les échinodermes libres. C'est-à-dire ils ont un mode de vie vagile. Vagile, ça veut dire ils se déplacent, ils ont la capacité de se déplacer. Et dans ce type, ou bien dans ce groupe, on trouve des oursins, les étoiles de mer, les ophures et les holoturides. Donc, ces classes, les oursins, ou bien les échinides, les étoiles, et voilà, donc ils ont la capacité de se déplacer. Donc, pour les échinodermes, l'embranchement des échinodermes, je peux le subdiviser en deux. Un groupe ou bien un type qui ont la capacité de se déplacer et un type qui n'ont pas la capacité de se déplacer, mais ils vivent fixés sur le fond marin. Donc, les échinodermes sont des organismes marins benthiques. Donc, benthiques, donc ils vivent sur le fond marin, libres, sauf pour les crinoïdes, on a dit. Donc, ils sont libres, mais pour les crinoïdes, ils vivent fixés. Voilà, donc ils occupent les habitats variables, littoraux jusqu'à les plaines abyssales. Les astéroïdes, les ophiurides sont des prédateurs. Certaines étoiles de mer s'attaquent aux coquillages bivalves. Les échinides sont brotteurs sur les roches, c'est-à-dire ils font des perforations sur les roches. Donc, deux classes sont très importantes en paléontologie. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, pour les échinodermes, c'est deux classes qui sont importantes. C'est les crinoïdes, surtout pour ce qui concerne la biostratigraphie du Paléozoïque, et les échinides, qui apparaissent à l'Ordovicien, mais se développent surtout à partir du Mésozoïque. Donc, les crinoïdes, on a dit, ils vivent fixés sur le substrat, et les échinides, ce sont des oursins qui se déplacent. Ok? Donc, pour les échinides, la classe des échinides, bien les oursins, on peut la subdiviser en deux. On trouve des oursins réguliers, les oursins réguliers, voilà, qui ont une forme un petit peu sphéroïde, et des oursins irréguliers, et généralement c'est chez les oursins irréguliers où on peut avoir une symétrie secondaire qui est bilatérale. Parce qu'on a dit la symétrie pour les échinodermes en général, c'est radiaire et généralement pentaradié de l'ordre de 5, mais pour les oursins irréguliers, par exemple, on va voir le Micraster, on voit une symétrie secondaire qui apparaît voilà ici. Et la classe des crinoïdes, on a dit, ce sont des échinodermes qui vivent fixés sur le front. Et normalement, la symétrie ici, elle est comment? La symétrie toujours, pour les échinodermes en général, on a dit c'est radiaire. Donc pour voir la symétrie, il faut faire une coupe ici
et on va voir quelque chose comme ça, bien sûr, qui montre une symétrie qui est pentaradiée, de l'ordre de 5. Très bien. Donc, normalement, pour le travail à faire, on essaye de suivre cette fiche méthodologique, donc cette fiche de travail qui définit la méthodologie à adopter pour toutes les sciences de TP, de paléontologie. Donc voilà, cette fiche, elle précise également les critères qui sont utilisés pour la notation des sciences. C'est la fiche qu'on utilise aussi pour donner la note. Et elle est constituée de quoi cette fiche? Donc normalement, on fait un dessin de l'échantillon, c'est-à-dire du fossile, et un dessin avec un titre. Il faut donner un titre, et le titre, on l'écrit comme ça, de cette manière. On écrit « dessin d'observation d'un » et je mets la classe. Et puis, le genre, entre parenthèses, et je dis « en vue ». S'il s'agit de la vue dorsale, je mets dorsale, ventrale, antérieure, etc. Par exemple, dessin d'observation d'un trilobite, entre parenthèses, Triarchrus, en vue dorsale, ou bien en vue ventrale. C'est comme ça qu'on écrit le titre. Et bien sûr, chaque dessin, il faut une légende, aussi une échelle. Donc, est-ce que j'ai gardé les dimensions de l'échantillon, donc je mets x1. Si j'ai doublé, c'est-à-dire les dimensions, je mets x2. Si j'ai un fossile qui est très grand et c'est-à-dire je réduis les dimensions, donc je mets par exemple x1,5, x1/4, ok? Très bien. Puis, je fais un petit commentaire ici, et il s'agit de, voilà, donc je mets l'embranchement de points, arthropodes par exemple, ou bien échinodermes, la classe. Donc dans cette séance, on a vu combien d'embranchements? On a vu les arthropodes et les échinodermes. Et combien de classes? On a vu les trilobites pour les arthropodes, les échinides pour les échinodermes, et les crinoïdes, toujours pour les échinodermes. Donc on a vu 3 classes et 2 embranchements. Sous-classes, sous-classes pour cette séance, normalement, on n'a pas vu des sous-classes, mais pour d'autres, bien sûr, on va les voir. Le genre, la symétrie, est-ce qu'il s'agit d'une symétrie bilatérale, radiaire, milieu de vie, donc pour tous les échantillons qu'on a, c'est aquatique marin, donc ce sont des fossiles marins. Mode de vie, est-ce qu'il s'agit d'un mode de vie, par exemple, épibenthique vagile, ou bien épibenthique sessile, nectonique, ok? Forme, pour la forme, vous allez la mettre juste pour les échinides, et dire s'il s'agit d'un oursin régulier ou bien d'un oursin irrégulier. Pour les trilobites, c'est pas la peine de mettre la forme. Pour les crinoïdes aussi, c'est pas la peine de mettre la forme. Et l'âge, bien sûr, l'âge de fossiles. Voilà, c'est tout pour la première séance. À la prochaine fois.